Retour donc pour cette fois-ci parler d'abord de deux personnes magnifiques. Vous allez avoir plaisir de retrouver Gaël Guiton et de revoir Koussoum Nolibou. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Deux femmes à la une et à la page. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jismi. Heureux de vous revoir. Et bonsoir Koussoum Nolibou. Également heureux de vous revoir. Bonsoir Jismi. Comment allez-vous ? Ça va bien ce matin. Un peu dérouté par certaines de nos lectures, mais ça va, ça tient. C'est vous qui le conseillez, ces lectures qui la déroutent, ou bien c'est elle qui choisit ? Non, c'est elle qui choisit ses propres lectures. Après, moi, je donne mon avis quand je les ai lues. Juste une chose, quels sont, au-delà du contexte sanitaire, est-ce que malgré tout, il y a de beaux livres qui sont édités ? Oui, il y a eu des très belles sorties, où j'en parlerai une d'autre fois, pendant le confinement. Il y a eu déjà pour le premier confinement, ouais. Et ça a continué, même s'il fallait vendre autrement. Ça a continué de beaucoup de matraquage, on va dire, sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de faire découvrir des nouveaux auteurs, de sortir du lot. C'est pas parce qu'il y a eu le confinement que certes, ils ont un peu moins vendu, mais ils ont vendu différemment. C'est dommage pour les auteurs réunionnais, par contre, il faut le dire, parce que c'est où ils vendaient le plus, c'était dans les salons. Il n'y a pas eu ces salons, mais ils ont réussi à détourner un peu le système pour pouvoir continuer à faire découvrir, vendre et faire vivre la littérature. Et là, ça freine un petit peu parce que les éditeurs essayent aussi de répartir les sorties. Oui. Puisqu'ils n'ont pas beaucoup de salons, ils n'ont pas beaucoup où présenter leurs auteurs. Donc, on a régulièrement des sorties tout au long. Oui. Et apparemment, on lit un peu plus. Il y a quand même, les ventes de livres n'ont pas chuté autant. Il y a un livre de moins, ce qu'ils avaient fait, parce qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu le sondage qui est tombé il y a pas longtemps. Ouais. Les Français lisent un livre de moins, mais ça continue. Ça continue. Exactement. Alors, puisqu'on parle de sortie, on va voir un petit peu quels sont les livres que vous souhaitez montrer un petit peu. Alors, Gaël. Alors, moi, je voudrais vous parler d'une maison d'édition que j'ai découvert pendant cette période. C'est la maison d'édition Blacking. Alors, j'en parle, mais malheureusement, on n'a pas de chance à La Réunion, c'est qu'ils ne sont pas vendus ici. Okay. Donc, soit on passe par la maison d'édition, ils l'envoient directement à La Réunion. Par contre, elle livre, avec des frais de port assez élevés, mais elle livre. Soit on passe par Amazon, mais ça aussi, ça vient cher. C'est on a de la chance d'avoir de la famille en métropole qui nous font suivre après le colis. Moi, j'ai ça. Donc, je voudrais vous présenter Devil in Me de Juliette Pierce. C'est une très belle découverte que j'ai faite. C'est l'histoire d'Alix qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique depuis plus de 18 mois. Et un jour, elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Elle ne sait pas ce qui s'est passé ces 18 derniers mois. Elle ne sait pas grand-chose de son passé. Amnésique. Je dirais pas amnésique, c'est qu'elle a des troubles. Elle a des troubles mentaux et elle ne sait pas si elle peut se faire confiance. Et la seule personne qui est son référent, on va dire, c'est le docteur Madsen, son psychiatre, qui l'invite régulièrement à faire des séances thérapeutiques. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le roman avance, on est très mal à l'aise. On est très mal à l'aise avec les séances qu'elle passe avec le docteur Madsen. On est très mal à l'aise de ces rencontres qu'il y a parce que des personnes qui vivent dans cette unité psychiatrique. Et on se demande ce qui est la vérité. Ce que Alix voit, ce qu'Alix pense être. On se demande ce qu'est la vérité. Parce qu'on voit qu'elle a des réminiscences de son passé qui refont surface, de son passé quand elle était en dehors de l'hôpital psychiatrique et de son passé quand elle était dans l'hôpital psychiatrique. Et on se rend compte que cette unité, elle fait froid dans le dos. C'est un roman, c'est une dark romance. Alors, j'ai juste une référence. Pour ceux qui regardent la télé, et en plus qui adorent cette actrice qui est magnifique d'ailleurs, et dont j'ai oublié le nom, pour ceux qui ont vu le film Gothica. Ah oui, Halle Berry. Halle Berry. Gothique. Oui, c'est très belle. Voilà, très belle. Et là, c'est une femme également qui va se retrouver en soins psychiatriques parce qu'elle se souvient pas de ce qui s'est passé. Et là aussi, dans le cheminement du film, on va découvrir que finalement le psychothérapeute
n'est pas si innocent que ça. Oui, moi je voulais rien dire, parce que je veux vraiment laisser les lectrices s'en rendre compte, même si on se doute qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, on se doute que le psychothérapeute a une drôle de manière de soigner ses patients, parce qu'on le voit, à un moment donné, on a sa voix, mais Julie Arpis, elle doucement mais sûrement, elle met en place son action, et jusqu'à ce que le bouquet final, et là on explose, on se dit waouh, voilà, ça on finit avec un grand waouh. Et surtout qu'elle en plus elle a des titres qui sont très drôles. Elle fait référence à des thés tout le long du. Donc du coup j'ai eu envie de boire du thé tout le long du roman. Et donc c'est une dark romance. Alors qu'est-ce qu'une dark romance ? Donc le premier mot c'est romance. C'est une histoire d'amour qui se passe, on va dire, d'une manière pas très conventionnelle, très dure. Voilà, c'est très sombre. Donc, il y a une romance. Est-ce que ce sera une romance entre Alix et son psychothérapeute ou avec un autre patient ? Voilà, il y a une romance qui se fait de manière très brutale. Ah d'accord. Ça me fait penser un peu à une nouvelle espagnole sur un bus qui passe, une dame qui est arrêtée sur le bord de la route, et puis il y a un bus qui s'arrête et qui l'embarque, et en fait c'est un bus qui emmenait des femmes pour un asile psychiatrique. Elle n'arrive pas à sortir de cet asile, parce qu'une fois qu'elle est rentrée, elle a beau dire que non, que c'est eux qui ne la retrouvent pas. Oui, et comment avoir gain de cause, c'est ça. C'est ça. Et comment on peut donner la parole, parce que on se rend compte, parce que Devil in Me, c'est bien. C'est pas le titre, il porte le roman, c'est le démon qu'elle a en soi. Et le démon, voilà, démon, c'est Alix, elle a un démon. Quoi qu'il arrive, elle a un démon dans le livre. On le voit, elle est malade. Mais est-ce qu'on peut lui donner raison ? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est la vérité ? Est-ce qu'elle voit, c'est la vérité ? Et tout le long du roman, on se pose des questions. Schizophrénie ? Je ne dirais pas. Elle souffre d'une pathologie. Okay. Et elle est soignée. Elle a un guide qui est ce docteur. Mais il faut qu'elle se fasse confiance, et on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qui tourne pas. Et là-dessus, pour ceux qui ont aimé la série du docteur House, quand lui décide d'aller en psychothérapie, pour ne pas dire autre chose, et qu'il doit aller justement affronter cette part sombre de lui-même, on voit la difficulté, et on voit surtout qu'il refuse d'affronter sa part sombre, et on voit que à un moment donné, il demande à sortir, et c'est là qu'il va être confronté à ce non, en disant non, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Et puis, Gismet, c'est très difficile ce moment où on doit réaliser que on n'est pas l'image qu'on veut se donner ou l'image que les autres se donnent, et que si on refait un retour à l'intérieur, et que il y a quand même des parts sombres. Hein. Oui, et il faut l'accepter, cette part sombre. C'est ça le plus dur, c'est de se dire, elle fait partie de moi, je dois l'accepter, je dois vivre avec. Je vais quand même rajouter une chose. Accepter sa part sombre si elle n'influence pas la plus grande partie de soi. Si on arrive à avoir un contrôle sur ces parts sombres, ça va. C'est pas quelque chose qui... avoir une part sombre, quelqu'un qui aime bien de temps en temps aller jouer au poker ou aller se déguiser pour aller à un bal masqué ou faire autre chose qui ne nuit pas à d'autres. Je l'ai pas dit. On va rester là. Je vois. C'est... La part sombre, si elle ne va pas trop loin dans ce qu'on est ou dans ce qu'on vit, ça va. Mais lorsque ça déborde... Ça fait des dégâts. Et oui, l'introspection n'est pas quelque chose de si commun et de si facile. Voilà. Ce n'est pas commun et ce n'est pas facile, mais ça a un intérêt. Oui. C'est de savoir vraiment qui on est. Oui. Quand on regarde ces parts sombres, c'est pas les parts sombres qui posent un problème, c'est notre capacité à gérer ce qu'on est totalement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas ça. Alors, on va enchaîner. Un classique. Un classique, oui, un classique, comme je les aime, un classique. Donc, Boris Vian, L'écume des jours. Boris Vian, c'est un écrivain connu. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. On ne présente plus, mais j'aime bien rappeler quand même que... qu'il est parolier, qu'il est chanteur, qu'il est trompettiste. C'est son quatrième roman. Mais c'est quand même quelqu'un qui était J'aime absolument qu'on le dise, parce qu'il était vraiment à part, dans le sens... Oui. Il voulait être à part. Et il voulait surtout qu'on ne le regarde pas comme on regarderait n'importe quel individu. Oui. Et
quand il est... C'est pour ça que il faut quand même le connaître un petit peu avant de lire ses romans, parce que parfois ça peut être déroutant, parce qu'il a un univers bien à lui, et quand on connaît, je veux dire, après on partage pas, mais il faut reconnaître qu'il avait cette manière d'écrire et cette manière d'amener les actions qui perturbe, mais pourtant d'écrire ah oui, ça passe sous sa casse. Réveiller l'intérêt de l'autre, et je crois que c'est lui qui a dit j'irai pisser sur vos tombes. Non, pisser sur vos tombes. C'est pisser? Ah oui, je crois cracher. C'est cracher ou pisser? Le livre, c'est j'irai cracher sur vos tombes. Oui, j'aurais plutôt... On va dire ça. Oui. Mais quand il dit ça, à l'époque où il le dit, on est en 1945. Le livre sort en 45, 47. C'est toute la période d'après-guerre où les gens se reconstruisent. Et où la religion a une place exactement extrême. Et extrême. Donc, et la tombe est quelque chose de sacré. Même à l'heure actuelle. Même aujourd'hui. Hein, je veux dire, oui. Donc c'est pour ça que je disais que... C'est un univers, oui. Il est gratiné son essayez quand même de connaître l'auteur, Boris Vian, avant d'aller fouiller un petit peu dans ses romans, parce que ça peut vous choquer. Oui, parce que c'est une écriture qu'on appelle surréalisme, c'est-à-dire qu'on est dans cet univers de fantaisie, et puis on a tous ces objets qui vont parler, lui-même il est dans un monde qui va tout d'un coup bouger et se mouvoir, et si on n'est pas habitué à ce monde, c'est vrai que ça change. Donc là, on a l'histoire de Colin, de Chic, qui sont tous les deux des copains, qui vont tomber amoureux de Chloé et de Alice, et donc ces jeunes sont pétillants, la vie va bien, il y en a un qui est riche, l'autre qui n'a pas de sous, mais les amours se déroulent. Et à un moment donné, Boris Vian, il nous surprend parce que Chloé a une maladie et qui va Chic, il va devoir dépenser énormément de sous pour aider son copain, pour faire plein de choses. Et c'est là que qu'on rentre dans cet univers où ça devient oppressant. Au fur et à mesure que la maladie frappe, le monde va se rapetisser. Donc on étouffe même à le lire, et il nous donne cette sensation. Et donc à un moment on se dit oh stop, parce que là je ne supporte plus. Et puis ce qui est pétillant aussi, c'est que on en a un qui est fanatique de Jean-Paul Sartre, l'avatar de Jean-Paul Sartre. et partout, on a ces tout petits points d'humour un peu perlés dans ce récit qui donne toute sa joie. Mais effectivement, ça passe ou ça casse. Hein. C'est quand même un univers qui, à part cette histoire d'amour entre ces jeunes, tout ce qu'il y a autour, quand ils évoluent dans leur milieu, c'est quand même un milieu oppressant. Voilà. Voilà pour l'équipe des jours. Alors moi je vais parler de douceur, de légèreté, tout en distillant un beau message. Je voudrais vous parler de ce roman, Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, d'Alejandro Palomas. Auteur espagnol. Alors, on va essayer juste de dire que c'est qui Mary Poppins. Oui, mais on ne présente pas Mary Poppins normalement. Si, quand même. Non, ça fait partie de la culture, Mary Poppins. C'est la nounou que tous les enfants rêvent d'avoir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont regardé les séries avec Emma Thompson, qui arrive comme Annie McPhee. Voilà. Qui arrive donc pour... suppléer la maman qui est pas là, ou le besoin d'une nounou. Voilà. C'est une autre façon de regarder le rôle d'une nounou. Mais c'est vrai que Mary Poppins reste la référence en la matière. Voilà. Alors, je rassure, il n'y a pas de Mary Poppins dans ce livre. C'est l'histoire d'un petit garçon de 9 ans qui s'appelle Guillermo, dit Guillier. Il a changé d'école, il arrive dans une nouvelle école, et il est dans son monde. Je dirais pas qu'il est refermé, il est solaire, il est souriant, il est gentil, c'est le petit garçon que toutes les mamans ou les papas rêveraient d'avoir, mais dans son petit monde en fait. Et un jour, la maîtresse lui pose une question. Si vous pouviez choisir d'être une personne, qui vous seriez ? Et Guillet répond, je voudrais être Mary Poppins.
Le problème, c'est qu'avec cette phrase, la maîtresse va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Parce que normalement, on dit, voilà, je voudrais être mon papa, je voudrais être ma maman. Voilà, on sort quelqu'un, pas Mary Poppins. Non. Et elle va décider d'emmener Gillier à aller voir un psychothérapeute, pédopsychiatre, voilà, de l'école. Et là, on va voir le regard, en fait, la vie de Gillier à travers le regard de la psychothérapeute. Donc, ce livre est bourré d'amour. Ouais. Parce qu'au On fur et à voit mesure... la clé sur l'image. Ouais. Il y a des clés. Voilà, et ça, c'est tout ce qu'il y a dans la tête, en fait. En fait, c'est Gillier, c'est le petit garçon. Et il va raconter, à travers ses dessins, à travers ses anecdotes, son histoire à la psychiatre. Et la psychiatre va essayer de comprendre, comme le lecteur va essayer de comprendre avec les mots de Gilles, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on se comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vraiment qui ne va pas. Et dans travers ces dessins, déjà, je ne vais pas vraiment spoiler, mais il sauve la vie d'une personne, Gil, à travers son dessin. Et surtout, il va dévoiler la triste réalité qui se passe chez lui. Oh. Et il y a une scène phare qui se passe à la fin où on a envie de rire comme on a envie de pleurer. Parce que Alejandro Palamas parle de la famille, parle d'un petit, voilà, des rêves d'un petit garçon, où la communication peut être parfois compliquée avec son papa, parce qu'on comprend qu'il vit avec son papa. Sa maman, elle est hôtesse de l'air, mais personne ne l'a jamais vue. Et il essaie de faire comprendre que voilà, les enfants vont dans un imaginaire pour décrire la réalité et que les enfants sont des éponges qu'ils essayent de reprendre, de récupérer un peu tout le malheur qui se passe autour d'eux. Et à travers le beau sourire de Guillier, il montre que voilà, il souffre à sa manière et qu'au lieu de dévoiler ce qui se passe, il va garder le sourire. Pourquoi ? On le comprend vers la fin. Pourquoi il fait tout ça ? C'est une magnifique histoire de famille. C'est un ode à l'amour. C'est un roman qui devrait être triste, mais au final, dégage énormément d'espoir, d'amour, de beauté. C'est typique d'Alejandro Palomas, que j'ai eu la chance de lire à plusieurs reprises, où il a, voilà, son sujet de prédilection, c'est la famille. La famille dans toutes ses facettes qu'on peut voir. Et un magnifique roman, une couverture mais qui est sublime. Oui. Et on peut profiter pour rendre hommage aussi à tous ces pédopsychiatres qui travaillent avec les enfants et qui les refont dessiner. Je suis toujours médusée, effarée quand je regarde ces dessins d'enfants qu'ils arrivent à interpréter. Oui, c'est ce qu'elle va faire, oui. Et dans cet ouvrage, Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, ce que n'a pas dit Gaël Guiton, c'est que cette ligne entre le bien et le mal n'est pas définie. Parce que là, c'est la vie de tous les jours. Et il faut vivre ça. Et ça, c'est quelque chose qui pose au lecteur ou à la lectrice la question suivante. Vous feriez quoi si vous étiez à sa place ? Mais en fait, on ne se pose pas la question, on respecte. On partage la douleur des gens qui y a autour, parce qu'il n'y a pas que Gil et son père. Pas que le garçon qui souffre. Il y a une autre histoire derrière qui est très touchante, qui est remarquable, où, comme je dis, un petit garçon de 9 ans arrive à sauver la vie d'une personne. Je laisse découvrir. Oui, parce que je ne vais pas dévoiler. Voilà, on va pas dévoiler ce qui se passe. Mais c'est vraiment se dire qu'un dessin, c'est porteur de messages d'un enfant. Et que cette psychiatre, elle comprend, mais elle refuse cette réalité parce qu'elle rencontre aussi le papa. Oui. Et elle essaye, et on voit qu'elle est face à un mur et tout, et qu'elle va devoir faire confiance à un petit garçon de 9 ans. Et que la souffrance des parents, souvent, celui qui le porte, ou celle qui le porte aussi, ce sont ses enfants. Voilà, l'éponge. Alors, et surtout ce petit sourire, cette gentillesse tout le long du roman, qu'on voit ce petit garçon, mais jusqu'au bout, qui garde le sourire. Et on se dit, est-ce que son père va se réveiller, en fait, va accepter tout l'amour de son fils Oui, mais le problème, c'est que le père doit d'abord gérer sa souffrance personnelle. Voilà. Et c'est souvent le cas à chaque fois. Quand le parent souffre, l'enfant est obligé d'être là pour le porter. C'est ça. Et il faut aussi se méfier de ces enfants tout gentils, tout sourire, tout le temps, parce que on peut avoir moins envie de s'occuper d'eux que de s'occuper de celui qui saute partout, qui vous interpelle. Oui, mais comme ça se passe avec la maîtresse, et qu'elle comprend qu'avec une phrase, quelque chose ne va pas, alors que tout le monde aurait pu sourire, parce que tout le monde se moque de lui. C'est quoi, qui veut être Mary Poppins ? Et en fait, non, cette phrase, elle est lourde de sens. Ça veut dire qu'elle veut seulement donner aux autres ce que lui
il n'a pas. On en revient toujours à ces éléments-là. On essaye toujours, quand on est enfant ou même adulte, quand on est humain, on essaye toujours de donner aux autres ce qui nous manque. Parce qu'on sait pourquoi ça nous manque, on sait ce que ça nous fait, et on essaye de compenser toujours en donnant aux autres un maximum de choses, en espérant que ça nous guérit ou qu'il y ait un retour. Et ça... Ouais, et puis, quand on est sur ce domaine de la psychanalyse, psychiatrie, on ne sait pas trop, psychologie, ce sont quand même des terrains très meules, très mouvants. C'est très variant. D'un individu à l'autre, ça peut changer totalement. Et on ne peut jamais avoir des valeurs sûres. Je veux dire, ce ne sont pas des mathématiques où voilà, on fait ceci et cela, parce que les personnalités sont toujours très très changeantes et évoluent d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage-là, Être Mary Poppins, on en a fait des sujets sur les nounous. Il y a eu la série Nounou d'enfer. Tati Daniel. Ouais, Nanny McPhee. Exact. Il y a on voit la télé-réalité a même saisi le sujet. Ah oui, la nounou qui débarque. Oui, qui débarque pour apprendre l'éducation. Pour apporter l'éducation dans... Oui, un peu comme Le Grand Frère, mais j'ai oublié le titre, oui. Super Nanny. Super Nanny, oui. Dans une famille, on voit bien que c'est un vrai problème de société, de donner de l'amour, d'éduquer et d'élever un enfant. Ouais. C'est pour ça que je dis que cette question-là, elle se pose. Heureusement, pas pour tout le monde, parce que il y a de bons papas, il y a de bonnes mamans, mais malheureusement, il y a de moins en moins. Je ne sais pas s'il y a de moins en moins, mais en tout cas, c'est difficile d'être parent. Voilà. C'est très difficile, ce mode d'emploi qu'on n'a pas, cette société qui évolue, et il faut aussi qu'on évolue avec, parce que nous, quand on était enfant, ce n'était pas la même chose. Coup de savate, on n'avait pas besoin de psychologie. Le psychologue... Si, la psychologie, c'était la savate. Très bonne psychologie. On en porte encore les stigmates. Des savates qui volent de partout, qui vous rattrapent par derrière. Les règles à l'école, les coups, non, c'était une bonne psychologie. On va s'arrêter sur cette psychologie qui a marché sur nous. On va dire que ça a marché, même si d'autres verront que ça n'a pas beaucoup marché. Merci Gaëlle Guiton. Merci. Merci également à Koussoum Libou. Merci. Ça a été un moment magnifique de partage, et on a mis en exergue le rôle et la mission des parents. J'espère que ça va nous apporter quelque chose, et on va continuer à y réfléchir pour essayer de faire mieux que possible. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.